Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Génilem, et je vous propose d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment passe-t-on de citoyens activistes qui luttent pour les enjeux liés aux données personnelles à entrepreneurs digitales qui aident des entreprises à implémenter l'intelligence artificielle dans leur organisation de manière souveraine et collaborative? Nous recevons aujourd'hui Paul-Olivier Dehaye, fondateur de l'entreprise Estia.ai et de son produit Argo, une solution de productivité et de collaboration alimentée par votre intelligence artificielle souveraine. Paul-Olivier est un chercheur et professeur de mathématiques sans qui il n'y aurait pas eu d'enquête sur le Cambridge Analytica. C'est Carole Cadwalder, la journaliste star du Guardian, qui le dit. Aujourd'hui, Paul-Olivier est installé à Genève et il nous raconte comment il est passé de citoyen activiste à digital entrepreneur. On parle évidemment de données personnelles, jeux de pouvoir, équipe, clients et faire des choses qu'on n'a jamais faites. Bonjour Paul-Olivier. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? Paul-Olivier Dehaye, je suis entrepreneur et mathématicien. Je vis à Genève. J'ai une femme, 3 enfants et je suis entrepreneur, donc fondateur d'une boîte qui s'appelle Estia.ai, qui travaille sur un produit d'intelligence artificielle générative qui s'appelle Argo. Alors ça, on va en parler dans un deuxième temps. Est-ce que tu peux nous raconter le début de ton aventure ? Donc, mathématicien ? J'étais prof à Zurich. En école primaire, à l'université ? Non, à l'université de Zurich. Et assistant professor. Et j'ai commencé à me passionner pour le sujet des données personnelles. Des données et puis des données personnelles aussi. Le contrôle, le pouvoir qui en résulte. Dans le cadre d'assistant mathématicien ? Non, c'était plus un sujet passion, mais en même temps, il y avait tout le déroulé autour de Snowden, des données personnelles, du rôle des mathématiques là-dedans. Donc c'était fascinant de par mon positionnement professionnel, disons. Mais progressivement, c'est devenu un hobby ou un sujet d'intérêt, un sujet passion en fait. Et donc que j'ai cherché à explorer en relation avec mes activités professionnelles. Donc j'ai fait un cours de programmation où j'aidais les étudiants en première année à comprendre leurs données personnelles, ce genre de choses. Et puis progressivement, c'est devenu un sujet de plus en plus pressant, aussi dans mon contexte professionnel, de par le déploiement des plateformes de cours en ligne, donc type Coursera. On est en quelle année là à peu près ? C'était vers 2014, je pense. Et donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça, aux données, à la responsabilité éthique des profs liés aux plateformes, enfin un prof à Zurich avec des financements publics qui enseigne pour des étudiants à l'université de Zurich, mais en passant par une plateforme américaine. Donc l'université cherchait à s'assurer de la protection du copyright de son contenu éducatif, mais il y avait moins de focus sur les données des étudiants et ce qui pouvait en résulter. Et donc pour raccourcir un peu l'histoire, j'ai essayé d'être actif sur ces sujets, d'être présent, d'être à la pointe, et notamment de faire un cours sur la plateforme Coursera pour l'université de Zurich sur les business models des plateformes de cours en ligne. Disons que ça s'est pas trop bien passé et que du coup, j'avais plus envie trop de continuer dans cette direction-là. Ça veut dire quoi, ça s'est pas très bien passé ? Évidemment, ça dérangeait pas mal de monde ou aussi des gens qui comprenaient pas tout à fait les enjeux. Mais en fait, ça c'est peu importe le déroulé exact. Au final, pour moi, je me suis rendu compte que j'avais envie de mettre mon énergie ailleurs que là où je l'avais mis jusqu'à maintenant. Donc, au lieu de la recherche en maths, qui avait toujours été une passion depuis que j'ai 6 ans, en fait, enfin, pas la recherche, mais les maths, j'avais envie maintenant de me concentrer sur ce nouvel enjeu de pouvoir des données personnelles. Et donc, le pont qui m'a vraiment convaincu de faire ce saut, en fait, c'est l'affaire Cambridge Analytica, où l'affaire qui est en fait sortie d'abord à Zurich, parce que j'ai commencé comme un citoyen à enquêter sur Cambridge Analytica. J'avais eu la puce à l'oreille grâce à un article qui commençait à parler de ça. Et puis cette vigilance sur les données personnelles, couplée à une compréhension de réseau, etc., qui avait fait que j'avais découvert comme citoyen vraiment pas mal de choses. J'ai été voir des journalistes à Zurich, et le scandale est sorti d'abord à Zurich, avant de sortir à l'international. Et le résultat de ça, en fait, pour moi et son impact sur moi, c'est que la fondation d'un jeune donateur, Pierre Omidyar, le fondateur de eBay, je crois, est venu me voir en me disant « On aime bien ce que tu fais, on veut te donner de l'argent, on veut te donner de l'argent pour un projet qui va plus loin. » Et donc, grâce à ça, j'ai fait un premier saut professionnel vers une association qui s'appelle personaldata.io, qui est basée à Genève, qui continue à agir sur le sujet du contrôle individuel
efficace des données personnelles et de la fructification, le fait de les faire fructifier de manière collective. Donc ça, c'était un premier saut professionnel. On va y revenir après aussi par rapport à justement comment on passe d'activiste à entrepreneur. Mais juste parce que quand tu parles des enjeux de ces plateformes et des enjeux liés à la donnée personnelle, pour toi, c'est quoi les enjeux ? C'est qu'à chaque fois qu'on cède des données sous le contrôle d'un autre, on cède du pouvoir, tout simplement. Donc ces transactions de données, moi je les vois comme des transactions, des micro-transactions de pouvoir. Et la question de distribution de pouvoir, c'est de la politique. C'est vraiment ça. C'est de la politique. D'habitude, c'est des débats, mais autour de qui doit avoir, quel parti politique doit dominer pour prendre des décisions, etc. Qui doit avoir le pouvoir, quoi. Et là, en fait, on est en train de jouer à ce jeu, cette strate de pouvoir, sans même se rendre compte. Et il y a très peu de conscience plus haut dans la société de comment ces jeux se jouent. Donc chaque citoyen est perdu, cède ses données, n'a pas d'alternative. Les entités qui sont censées les guider, qui sont censées les accompagner, que ce soit les médias, les politiques, les institutions, les sociétés, n'ont pas vraiment conscience de leur rôle dans toute cette dynamique. Et c'est quoi leur rôle aujourd'hui ? Alors pour moi, le rôle de la société civile en particulier est compositionnel, c'est-à-dire la société civile doit se rendre compte sur ces sujets, qu'elle doit personnaliser son action, mais en même temps que toute action pertinente requiert une multitude de compétences différentes. Donc ça veut dire qu'elle doit pouvoir approcher chaque citoyen avec une combinaison d'activisme, de journalisme, d'éducation, vraiment de toute une série de compétences différentes, mais en même temps personnaliser son action vers un individu, vers tout individu. Et ça, c'est très très difficile pour la société civile de concevoir ça, de concevoir quelle devrait être son action. Et ça, c'était ce que tu voulais faire quand tu étais justement activiste ? Oui, donc c'est vraiment pour ça qu'on a reçu les fonds, que l'association a reçu les fonds, c'était pour d'abord construire une théorie, en fait, faire une stratégie pendant quelques mois, et puis la déployer pour aller dans cette direction-là, de rendre cette action plus compositionnelle. C'était aussi, à ce moment-là, c'était 2018, et c'était aussi le moment où le RGPD, donc le règlement de la protection des données européen, arrivait. Et donc c'était le bon moment en fait pour voir un petit peu comment tout le monde s'adaptait et en même temps construire une stratégie pour 2019, 2020 sur comment fédérer toute une série d'énergie dans ce domaine-là, quoi. Et comment on fait pour fédérer ? Alors, alors dans notre stratégie, on avait la construction d'outils open source, des petits use cases pour démontrer une possibilité, et puis après SME à partir de là, quoi. Donc vraiment rayonner. Mais un des cas essentiels identifiés déjà en 2017, c'était le cas des chauffeurs Uber. Parce que les chauffeurs Uber, en fait, sont au cœur de plein de ces jeux de pouvoir, mais dans une verticalité qui est très puissante. C'est-à-dire ils opèrent dans une ville, donc sur un réseau, sur un maillage qu'on connaît tous, qu'on prenne un Uber ou pas, qu'on travaille pour Uber, qu'on soit passager, qu'on soit décideur. Donc on traverse tout ce maillage, cette ville. En dessous, il y a des données, ok. Et puis au-dessus, il y a des décideurs qui vont organiser la mobilité. Il y a des décideurs qui vont organiser le travail, les sécurités sociales, tout ça. Et puis il y a une plateforme qui intermédie toutes ces relations. Et ces chauffeurs ont un rôle, s'ils arrivent à récupérer leurs données, ces données peuvent être extrêmement éclairantes pour tout cet écosystème autour d'eux. Et ils arrivent à récupérer leurs données ? Alors, ils arrivent individuellement. C'était vraiment ça. Il y a quelques chauffeurs, et je parle de un, puis un deuxième, puis un troisième, qui nous ont fait confiance au cours des ans pour récupérer leurs données, pour qu'après on puisse documenter ce qu'il y avait dedans. Donc ils exerçaient leurs droits via le RGPD, pour documenter ce qu'il y avait dedans, pour après pouvoir construire des outils de visualisation, pour pouvoir expliquer à plus de chauffeurs, pour pouvoir encourager plus de chauffeurs à demander, pour pouvoir après valoriser ces données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en faire, du point de vue du chauffeur plutôt que du point de vue de la plateforme. Et donc c'est devenu en fait une sorte de produit qui était une pointeuse 2.0, une sorte de calcul de tout leur temps de travail, calcul détaillé de leur temps de travail, de leurs revenus, de leur tout ça, avec deux perspectives. La première, c'était optimiser en fait leur rendement, donc dans une logique où ils sont des entrepreneurs, où on les interprète comme ça, et donc ils cherchent à maximiser leurs revenus face aux coûts. Ça, c'est la première logique. Et la deuxième logique qui s'appliquait, c'était une logique individuelle, qui était de corriger le passé en fait.
Uber a été requalifié comme employeur pour les 5 dernières années suite à un jugement du tribunal fédéral. Et donc ça veut dire que les chauffeurs ont le droit d'aller au prud'homme pour demander, au vu de ce jugement, de cette requalification comme employé, une révision de leur rémunération passée. Et donc on construit, avec l'association, on construit leur dossier, en fait, c'est une sorte de comptabilité sur les 5 dernières années, à la seconde, du nombre de secondes qu'ils ont travaillé pour Uber. Il y a une contestation sur ce qui est vraiment du travail ou pas, etc. Notamment sur les délais d'attente, sur les trajets, voilà. Quand tu vas chercher quelqu'un. Oui, donc Uber ne les paye que quand ils ont un passager dans la voiture. Quand Uber leur a dit « il y a un passager là-bas, il faut aller le chercher, sinon on te vire de la plateforme », Uber considère que c'est pas du travail. Quand le chauffeur a déjà investi d'avoir conduit 10 km pour arriver à Genève, par exemple, pour être prêt à conduire s'il y a un client qui se manifeste, le chauffeur a investi pour être présent dans Genève, il se met à disponibilité, il n'y a pas encore de client à aller chercher. Uber dit c'est zéro, quoi. Là, il n'y a pas de pointeuse qui tourne, il n'y a rien qui tourne, c'est ton temps, tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais jouer au tennis ou tu pourrais, oui, effectivement, à la dernière minute, décider de prendre un client. Donc nous, on fait toute cette comptabilité, un peu agnostique sur le point de vue sur chacune de ces composantes du travail. Et puis après, le chauffeur peut, en théorie, trouver un avocat ou un syndicat qui est prêt, basé sur cette documentation, à agir en justice, à l'assister pour agir en justice. Et ça, très important, c'est une démarche individuelle. Donc la motivation intrinsèque du chauffeur, d'aller collecter cette trace numérique, ces points de géolocalisation et tout, c'est évidencer son travail. Mais on n'est pas encore vraiment parvenu à rentrer dans une dynamique collective où ces chauffeurs mutualisent leurs données de travail, pour construire un asset alternatif, en fait. Pour après, par exemple, lancer une coopérative basée sur ces données, monétiser auprès de l'État, parce que l'État veut optimiser la mobilité, voire même utiliser ces données pour mettre en compétition différentes plateformes, pour carrément prendre les données de la plateforme A, de la plateforme B, analyser l'un par rapport à l'autre, et le vendre à la plateforme C. Comment t'expliques qu'ils n'ont pas encore fait cette démarche collective ? Il y a une passivité énorme qui est due pas à leur manque d'imagination, mais au manque d'imagination de ceux qui seraient censés les accompagner dans cette démarche. Alors, un aspect très important, c'est on a fait ça sur Genève, mais c'est directement transférable dans plein de pays, partout. Avec l'association, quand tu dis on a fait ça ? Oui, donc c'est avec l'association, c'est l'entreprise avec l'association, c'est moi en tant que CEO et bénévole de l'association, c'est un peu compliqué parfois, mais on l'a fait sur Genève pour montrer que c'était possible. Donc ça, c'était une énorme motivation pour moi, c'était de contrer tous ceux qui disaient « non, mais c'est impossible ». Mais maintenant, on l'a fait sur Genève, et donc il y a différentes villes qui demandent timidement de commencer à répliquer ça. Généralement à l'invitation des chauffeurs. Là, récemment, j'ai eu une invitation au Parlement belge par la chef de l'autorité de protection des données belge pour parler de ce qu'on a fait à Genève, donc au Parlement, pour vraiment, donc sur le sujet de la mobilité, les villes intelligentes. Sur quoi être vigilant, en fait, quand on commence à légiférer sur ces sujets. Donc l'exemple de Genève est tout à fait pertinent dans ce contexte-là. Mais ça, c'est avec ta casquette. Justement, c'est avec quelle casquette ? Oui, alors c'est parfois très compliqué, parce qu'il y a un besoin de convaincre, il y a un besoin d'expliquer, il y a un besoin d'activisme, en fait, mais il y a aussi un besoin d'outils, et ces outils ne sont pas gratuits. Donc, en général, ça fonctionne avec, moi, certainement bénévole du côté de l'association, mais aussi pas des négociations, mais on essaye de voir ce qu'on arrive à faire avec le staff de l'entreprise mis à disposition de l'association. Donc, en gros, c'est ça. Parce que tu nous as raconté donc comment a démarré cette association avec un mécène. Et l'entreprise, tu peux nous en dire 2 mots ? Alors l'entreprise, oui, j'espère en dire plus que 2 mots. Mais l'entreprise, elle a démarré quand, pour la 2e fois de ma vie, j'ai eu cette chance d'avoir une fondation qui est venue me voir et qui a dit « on aime bien ce que tu fais, on va te donner de l'argent » pour un projet. Mais là, ils viennent voir l'activiste quand ils disent ça. Alors c'était la fondation, le fonds pionnier Migros, donc une fondation liée au groupe Migros, mais indépendante des supermarchés, de la carte Cumulus, voilà. Et ils sont venus voir, je pense il faudrait leur demander, mais ils sont venus voir la personne avant de voir l'activiste. Ils viennent dans une dynamique de co-construction d'un projet. Donc c'est vraiment une discussion avec eux pour construire un projet. Ils viennent voir la personne et puis ils demandent qu'est-ce que tu voudrais faire et ils essayent d'organiser le truc.
Ma première réponse a été « Ok, l'association, j'ai l'impression qu'elle est sur une trajectoire, mais c'est les outils qui s'essoufflent. Moi, je construis des petits trucs comme ça pour justement avancer dans cet agenda, mais il faut une boîte qui construit des outils qui vont dans ces directions-là et dans une direction de mutualisation. » Et donc, ils ont payé pour, en fait, cette première série de projets sur les collectifs de données personnelles. Donc, vraiment cette dynamique de mutualisation des données avec toutes les garanties de sécurité, de privacité, etc. Mais vers des intérêts collectifs. Et donc, ça peut être l'éducation, ça peut être le travail de plateforme, ça peut être la désinformation aussi. Donc, la compréhension des flux de contenu sur les réseaux sociaux et de toutes les dynamiques d'influence et la monétisation des contenus de news, quoi. Et puis aussi une autre verticale, en quelque sorte, c'est la question de la mobilité. Donc, ces données, comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour encourager le fait d'utiliser le vélo plutôt que la voiture, par exemple. Et tous ces outils, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas être développés dans le cadre de la SOS ? Alors, parce que ce n'est pas les mêmes sources de financement. Donc, ce n'est pas les mêmes sources de financement. Je pense que du côté associatif, il y a moins d'argent à disposition. Il y a parfois moins d'ambition pour soutenir des projets vraiment innovants qui vont loin. C'est souvent des projets qui sont en réponse à une situation. Or là, je voulais vraiment aller dans une direction qui était bien plus loin. Enfin, ça aurait pu être financé. Mais je pense que il y avait une plus grande richesse en approchant ça comme on l'a fait. Donc, pour explorer à la fois des perspectives commerciales combinées avec des perspectives plus activiste. C'est facile de passer de changer cette casquette de l'activiste à l'entrepreneur, ou peut-être un peu idéaliste que je dis, mais enfin, les activistes sont plutôt drivés par une mission, là où un entrepreneur devrait être plutôt drivé par le profit. T'es d'accord avec ça? Pas du tout? Oui, alors je pense qu'un entrepreneur qui n'est pas drivé par les chiffres, le revenu en tout cas, il a plus de staff très très vite, quoi. Donc c'est une nécessité presque darwinienne de regarder bien les chiffres, les revenus. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question malgré mon profil, parce qu'en fait il y a une complexité supplémentaire dans mon cas, c'est que je parle des données personnelles. En tout cas jusqu'à récemment, c'était vraiment notre focus. Et donc en fait il y a aussi une notion de il est possible de faire ça si seulement chacun fait une démarche. Et pour être logique, je vais l'exemplifier en premier. Donc c'est moi qui vais le premier faire une démarche de récupérer mes données, etc. pour qu'après je sois imité par d'autres qui en voient la pertinence dans leur propre contexte. Donc en fait, ma personne sert une troisième fois comme exemple. Tu vois, donc ça complique vraiment beaucoup la navigation du truc. Et en fait, maintenant que je cherche à découpler les activités, d'autres autour de moi se rendent compte qu'en fait, s'ils veulent être activistes, une bonne manière de faire, c'est de me servir d'exemple. Et je les vois avoir du mal avec justement cette multitude de casquettes. Quelque chose que moi j'avais moi-même vécu avant. Tu vois, donc sur ce sujet-là, ma réponse c'est que sur ce sujet-là en particulier, c'est très difficile. Et comment tu y arrives? Alors, un des trucs, c'est d'être explicite sur la casquette, justement. Donc c'est de dire vraiment explicitement, oui, j'ai commencé des conversations en disant... j'ai 3 casquettes dans cette conversation et mon but c'est qu'à la fin vous en ayez 2, enfin vous en face de moi vous en ayez 2 parce que vous voyez la cohérence de l'action, mais c'est déstabilisant. Donc je voudrais qu'on soit explicite sur quelle casquette on a à quel moment. C'est carrément jouer ces jeux-là, de vraiment dire on est en train de jouer une pièce de théâtre où chacun joue plusieurs rôles, quoi. Donc ça aide en fait, ça paraît être un truc de jardin d'enfants, mais ça aide vraiment à naviguer tout ça parce que les gens n'en ont pas l'habitude. Pour avoir des cohérences qui sont propres aux casquettes. C'est ça. Pour un positionnement entre personnes qui soit plus facile à comprendre. Parce qu'en fait, on se positionne pas juste dans une conversation Cyril face à Paul Olivier, mais c'est Cyril avec sa casquette de X ou Y, quoi. Et ça aide à fluidifier les conversations. Alors, maintenant, j'aimerais t'entendre parler par rapport à l'entrepreneur et aux opportunités que tu vois, et notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Tu peux nous expliquer là, où t'en es aujourd'hui? Oui. Alors, lancé sur cette trajectoire données personnelles avec le fonds Unimigro, donc on a essayé des trucs, on a fait des trucs, notamment avec les chauffeurs et tout, mais c'était toujours le sujet des données personnelles. Et donc là, ce qu'on a fait maintenant, relativement récemment, il y a entre 6 mois et 1 an,
C'est un pivot. Et on enregistre, pour juste donner un peu de contexte, on est en janvier 24 là. Ouais, donc c'était peut-être en avril 23. Donc c'était de faire un pivot classique d'entrepreneur, une reconfiguration en fait. Et donc c'était un double changement. C'était élargir le champ des données personnelles à toutes les données et changer la couche sur laquelle on travaillait. Donc plutôt qu'on travaillait sur la couche de protection des données, travailler sur la couche plus de valorisation des données. Et donc pour être en fait plus aligné avec le marché, en fait, avec des intérêts économiques du marché, tout en gardant évidemment nos valeurs de protéger la vie privée, contrôle des données individuelles et collectives, autonomie face à la gestion de ces données, face à ces questions de pouvoir dont j'avais parlé avant. Avoir un packaging de toute cette action qui soit plus directement pertinent pour le marché. Pourquoi vous faites ça ? C'est le marché qui vous dit tout d'un coup, oh les gars, il faut pivoter, ou enfin ça se passe comment concrètement ? Alors oui, il y a des pressions économiques aussi. C'est le fait que ma perception de ce qu'on a fait sur les dernières années, c'est qu'on a fait des trucs qui n'avaient jamais été faits avant, des trucs vraiment uniques, dont par exemple qui mènent à ce genre d'invitation dont j'ai parlé avant, mais que le travail de vente de notre compétence, de notre expertise, nous menait à des structures de coûts qui étaient juste absolument impossibles. Donc on était juste trop tôt sur le marché parce qu'on était obligé de vendre nos compétences plutôt qu'un produit, en quelque sorte. Donc avec un modèle de consultance un peu classique où tu vends des heures. Oui, c'est ça. Avec en même temps des fonds qui venaient du fonds Pionnier Migros, qui nous permettaient d'avoir un gros staff, mais peut-être trop gros par rapport à l'état du marché. Du coup, on bossait sur amener le marché au même niveau, mais voilà, il y a des questions de timing qui ont fait qu'il était temps de faire un pivot, quoi. En même temps, c'était tellement évident par rapport à l'intelligence artificielle générative qui arrive, et puis aussi au fait que les premières personnes qu'on avait vraiment pu aider, c'était ces chauffeurs. Donc ces chauffeurs, ils ont un double statut. On parle de données personnelles, mais en même temps, c'est des données d'entrepreneurs. Et ils sont perdus face à l'intelligence artificielle. Donc reconfigurant un peu, donc on peut dire, ok, on va faire l'intelligence artificielle générative pour aider les micro-entrepreneurs. En fait, on sait qu'on peut le faire, mais le marché est encore trop petit. Et donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est aider des entreprises plus grandes, des PME de plusieurs dizaines, centaines de personnes, avec cette adoption de l'intelligence artificielle générative, tout en projetant vraiment une multitude de compétences qui sont à la fois intégrées dans des outils qu'on construit, et puis aussi dans l'accompagnement, en fait. Dans l'accompagnement à ces outils. C'est facile à vendre ? Alors, je voudrais que ce soit facile à vendre, c'est-à-dire qu'on bosse d'abord sur le fait que ce soit facile à vendre, avant de vraiment vendre. Donc là, les choses s'améliorent de semaine, de jour en jour là-dessus, parce qu'en fait, on est en train de vraiment trouver le product market fit, de vraiment trouver l'ensemble de features qui font que ça devient facile à vendre au bon prix et avec une perspective de croissance en adéquation avec tout le travail qui a déjà été fait, quoi. Et donc ça, c'est Argo ? Ça, c'est Argo, oui. Tu me demandes si c'est facile à vendre. Un truc qui aide énormément, c'est qu'on fait avant que OpenAI le fasse. Le truc qu'on fait pas nous, c'est la conférence de presse. Ce qu'on fait, c'est qu'on le fait avant qu'ils le fassent, en sous-marin, en fait. Et puis, eux le font aussi, ou le relâchent publiquement. Ils font une grande conférence de presse, et puis c'est relayé dans la presse. Et c'est là que nous, on peut s'insérer en disant, mais en fait, on le fait aussi en Suisse, en fait. Et depuis plus longtemps. Donc c'est un peu notre stratégie pour l'instant, c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais du coup on a vraiment Argo maintenant qui est une réplique, sauf que c'est ahistorique, ça ne correspond pas à l'histoire parce qu'on était là avant eux, de OpenAI. Donc on a une solution de OpenAI entreprise, on a une solution qui permet en entreprise de déployer l'intelligence artificielle générative, de déployer des modèles, dont le modèle de OpenAI si tel est le choix, mais aussi toute une autre série de modèles, et de collaborer surtout autour de ça. Donc de pas être seul face à ces systèmes, mais plus dans du co-design entre nous et l'entreprise cliente, mais aussi au sein même de l'entreprise, du co-design de vraies solutions aux problèmes présents dans l'entreprise. Tu as des exemples ? Oui, donc toute une multitude d'exemples autour de la production de contenu, évidemment. Donc comment résumer des newsletters, comment produire des posts sur les réseaux sociaux, ça on en voit beaucoup, des chatbots sur mon site web, ça c'est toute une série d'exemples classiques. Et nous, tout ça, c'est juste des use cases en fait.
Donc il y a des boîtes entières qui construisent ce genre de produit, et pour nous, c'est juste de la config dans un outil. On est encore vraiment là au début de l'exploration d'use case de plus en plus complexes. Ça a demandé un vrai travail sur moi-même pour pas aller chercher les use cases les plus complexes tout de suite, pour plutôt vendre un truc qui après embarque les clients dans cette démarche-là. Mais là, par exemple, cette semaine, on a construit une pipeline d'intelligence artificielle générative pour en fait segmenter Argo sur plein de verticales différentes, parce que Argo est un outil générique, comme OpenAI, mais pour vraiment segmenter Argo pour toute une série de profils, donc avec un agent qui va réfléchir comme un marketeur, un autre qui va réfléchir faire le business case, etc., etc. Quand tu dis agent, peut-être. Oui, alors un agent, ça veut dire une entité avec laquelle on peut converser, on peut discuter, et dont le moteur de raisonnement derrière est un modèle d'intelligence artificielle générative. Donc on peut lui poser des questions, on peut le spécialiser aussi pour un rôle bien précis, on peut l'équiper d'informations supplémentaires sur son entreprise ou sur son rôle, et donc lui poser des questions et converser avec, dans un mode brainstorming, en fait. Mais ce que Argo permet aussi, c'est la connectivité entre de tels proxys, en fait, pour un rôle. Et donc du coup, on peut dire, ok, voilà la tâche, voilà l'équipe artificielle que j'ai devant moi. Allez, le truc c'est, voilà ce que j'ai à faire, je vais boire un café, je reviens et c'est fait, quoi. Donc c'est un peu ça, sauf que c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Donc là, la tâche qu'on a automatisée, c'est la création de landing page pour des segments bien particuliers pour Argo. Donc, et on va automatiser tout le marketing autour pour pouvoir collecter des informations, le marketing numérique plus classique, pour vendre un SaaS, en fait. Mais ça, pourquoi venir chez vous et pas prendre une licence OpenAI? Il y a plusieurs aspects. Il y a le contrôle des données, qui évidemment en Suisse est une vraie constante, un point d'attention constant. Mais on essaye aussi, pas juste d'être un outil de productivité, mais aussi de promouvoir des valeurs, donc une multitude de valeurs. Et je pense qu'autour de l'intelligence artificielle générative, c'est très important, parce que ces outils ont plein de problèmes, en fait. Plein de problèmes. Lesquels? Alors, la consommation d'énergie, la qualité des données, la provenance des données, le copyright, toutes ces questions-là. L'éthique, donc l'éthique à déployer de tels outils face à quelqu'un en n'étant pas transparent sur comment le contenu a été produit. L'aide à la décision automatisée sur les personnes. Personne n'a envie de savoir qu'une décision, pas juste de savoir, mais qu'une décision soit prise sur lui ou elle, sur un système automatisé sans vrai contrôle humain. En même temps, il y a de plus en plus de décisions qu'on délègue à la machine, par exemple dans le domaine médical, mais c'est un domaine où ça a été très validé, où il y a eu de vrais efforts de validation. C'est pas vrai dans toute une autre série de décisions qui sont pourtant très conséquentielles sur les gens, quoi. Par exemple? Alors, pour prendre un exemple pertinent en Suisse, si demain il y a un modèle d'intelligence artificielle qui dit aux régies il faut prendre X ou Y, pour les locataires, ouais, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Par rapport à la situation actuelle, c'est peut-être une meilleure chose. En même temps, c'est clair qu'on va aller dans des directions comme ça. Et la question, c'est sur les détails. Quels sont les détails qui vont faire que ce système est acceptable ou pas, et humain, en fait, ou pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, depuis c'est quoi, novembre ou décembre 22, il y a un engouement derrière cette intelligence artificielle générative, presque un engouement aveugle. T'es d'accord avec ça? Je pense qu'il y a un engouement. Il est important d'isoler la partie très positive, mais effectivement, il y a une énorme partie qui est aveugle. Donc la partie très positive que je vois, c'est le fait de remettre sur la table, de remettre en question toute notre manière d'interagir avec le numérique. Là, maintenant, on a une possibilité de permettre à chacun, on peut discuter à 2, à 10, d'un projet, et on sait que à la fin, on peut l'exposer au monde via une interface qui est hyper acceptante de plein d'interactions. Donc, ça veut dire que tous ces projets qu'on aurait conçus comme des énormes projets avant deviennent tout d'un coup des trucs qui vont être déployés à une vitesse éclair. Et il y a un aspect, si on est vigilant, il y a un potentiel énorme d'inclusion face à ça, si on est vigilant. Mais en même temps, il y a une adoption aveugle énorme de ces outils. Donc, pour revenir aux différenciants d'Argo, donc c'est sur le contrôle, la maîtrise, aussi face à cet aveuglement, en fait. Donc, un des gros points que je veux questionner, à ce stade, c'est plus une question pour moi, mais que je veux combattre, en quelque sorte,
De par mon positionnement de mathématicien, ma perspective de mathématicien, c'est cette logique que plus le modèle est gros, mieux c'est. Ben non. Parce que pourquoi il est gros? Parce qu'il a été entraîné sur plus de données, ce qui consomme plus. Parce que du coup, ces données ont été cherchées on ne sait où, parce qu'il fallait juste plus de données, et donc c'est des données qui sont potentiellement problématiques pour plein de raisons différentes, de qualité, de contenu haineux, de copyright, etc., etc. Donc, je conteste vraiment cette notion-là. Et puis aussi sur le fait qu'il est plus difficile de comprendre comment ce truc a été construit à partir de là. J'ai pas besoin de comprendre tout dans le monde, mais idéalement, il y a au moins une personne qui comprend un système qui va prendre une décision médicale, de régie, ou je ne sais quoi à mon propos. Au moins une, ça n'a pas besoin d'être moi. Mais il doit y avoir quelqu'un qui prend la responsabilité et toute une chaîne de responsabilité autour de ça. Et donc je pense que c'est tout à fait possible, encore une fois, de mon point de vue de matheux, et Argo cherche à faire ça en fait. Argo cherche à faire ça, mais on peut pas, à le faire ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire, c'est partout où il y a une décision où on pourrait cacher quelque chose à l'utilisateur, où on pourrait l'exposer, on va essayer de prendre une décision où on l'expose à l'utilisateur qui le cherche. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand on pose une question à ChatGPT de OpenAI, on ne sait pas comment il arrive à sa réponse. On ne sait rien. C'est magique. C'est magique. Donc il y a cet aspect-là, mais c'est un aspect à la fois obscurantiste, c'est presque... C'est l'église de la Silicon Valley où on entend juste les chamans parler, quoi. Donc c'est Steve Jobs qui fait son pitch chamanique, mais en même temps, en réponse à ça, j'ai plus une approche plus méthodique, presque scientiste, en disant, ben voilà, cette transaction-là, elle va vous coûter autant, parce que on a été chercher du contenu dans votre base de données, celui-là, et on sait pourquoi on a été le chercher. Donc chaque pièce de contenu qu'on a rajoutée, ça étendait votre contexte, ça étendait votre facture aussi. Et en fait, on pense que... Donc ça, c'est la situation maintenant, c'est ce qu'on a vraiment sur Argo maintenant. Mais à terme, on pourrait dire, on pense que la requête aurait été mieux s'il avait été structurée de cette manière-ci. Donc, ou si elle avait été déléguée à un modèle plus petit, pour lequel il aurait été plus facile de le faire tourner sur l'infrastructure d'Estia, donc ma boîte, ou sur l'infrastructure de votre entreprise, ou sur l'infrastructure de Infomaniac /Exoscale /machin. Donc, vraiment reconfigurer en fait ces dynamiques de calcul au vu de ce qu'on en comprend maintenant. Et donc ça, c'est vraiment réussir à productiviser les services que vous aviez avant, que vous avez toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, tu arrives à vendre... Ça, c'est quoi le modèle d'affaires qu'il y a derrière ça? On est encore en train de chercher la meilleure combinaison, mais en gros, pour l'instant, on a une plateforme, un SaaS, donc Software as a Service, où on peut acheter des sièges, donc des sièges d'utilisateurs, avec des tokens, des crédits en fait, des crédits à l'usage, donc voilà, tout ça. Mais ça, c'est en mode plus B2C. Et puis après, il y a une autre couche qui est B2B, avec 2 modes de déploiement, sur une infrastructure que nous on gère, ou sur l'infrastructure de l'entreprise. Là, on est en train d'acquérir les premiers clients qui vont dans cette direction-là, mais il y a clairement un pattern qui est... avant même d'aller dans ce type de projet, qui est un peu plus gros, mais pourquoi est-ce que vous achetez pas un siège à 29 francs par mois pour juste explorer, quoi? Donc c'est le même prix en gros que OpenAI, mais avec des perspectives beaucoup plus grandes, beaucoup plus long terme, et aussi c'est pas une voie sans issue du tout, parce que j'ai l'impression que c'est ça la situation avec d'autres plateformes maintenant, c'est que c'est une voie sans issue. On peut acheter ce siège sur une plateforme où qu'elle soit, mais on sait que c'est pas du long terme, parce que c'est pas sur une infrastructure souveraine, en fait. Et surtout, on n'est pas accompagné. Alors oui, ça, c'est l'autre différence. C'est que je suis pas loin, quoi. Enfin, je suis pas loin, ou l'équipe est pas loin, pour répondre à toute une série de questions. Donc ça c'est aussi, au-delà de moi, j'ai eu une chance énorme d'avoir pu m'entourer de gens avec qui on a déjà fait des gros trucs, des trucs vraiment impactants, avec à la fois une similarité entre moi et eux, donc on s'entend bien et tout, on a certaines façons de penser qui sont communes, mais en même temps une diversité de talents autour. Donc ça aussi c'est très riche. Enfin, on est ingénieur, mathématicien, donc il y a des similarités, mais en même temps on a des similarités entre nous, mais en même temps dans notre parcours professionnel en fait
on a été très large. Aujourd'hui, Estia, c'est combien de personnes? Alors on est 5, on a 2 matheux et 3 ingénieurs. J'aimerais juste revenir aussi par rapport à ton parcours. On a beaucoup écrit sur toi, il y a eu un documentaire Netflix, notamment par rapport au Cambridge Analytica, et je sais plus, c'est de là-dedans ou dans une interview que j'avais lue où tu disais que ce que tu avais fait par rapport au chauffeur Uber, ça a coché une case pour toi. Tu peux nous expliquer ça? En fait, donc j'ai parlé avant du fait de naviguer une ville pour le chauffeur Uber. Donc on a travaillé là-dessus parce que c'était un peu stratégique de travailler sur ce sujet-là, sur ce terrain qu'on partage tous, donc comme citoyens, comme travailleurs et tout. Parce qu'en fait, au niveau de l'intelligence artificielle et des outils qui sont déployés sur ce réseau pour gérer, pas des agents, mais des travailleurs, des individus qui travaillent, il y a d'énormes parallèles à construire avec la situation maintenant de l'intelligence artificielle générative, du déploiement d'applications hybrides entre intelligence humaine et intelligence artificielle sur, en fait, la manière dont je le conçois, c'est des réseaux de pensée. Il s'agit vraiment d'organiser des réseaux de pensée, des réseaux de réflexion, des réseaux d'intelligence et de réfléchir à comment dispatcher des tâches entre ces différents acteurs. Donc il y a d'énormes parallèles à construire avec la situation des chauffeurs Uber et des parallèles riches qui permettent de se concerter et de discuter et de décider sur ce qui devrait être fait face à cette situation, en fait. Donc, une analogie, c'est de dire que quand on a tous l'habitude du autocomplete quand on tape dans notre téléphone, qui va suggérer le prochain mot. Mais là, la situation avec les outils qu'on construit, c'est que ça va devenir un autocomplete pour un consultant quand il va rédiger un rapport d'activité ou un rapport quelconque. Ça va devenir un autocomplete du paragraphe par paragraphe, en fait. Donc ça va être une forme de guidance de l'intelligence artificielle dans le déroulé d'un rapport qui va progressivement se transformer, il y a un risque en tout cas, que ça se transforme en une ubérisation de ce travailleur de Word ou de Excel, tout comme le travailleur d'un réseau dans une ville. Donc il y a beaucoup de questions à se poser sur quand je me fais guider par l'intelligence artificielle, à quel point je cède des données, du savoir-faire, toute une série des connaissances d'entreprise, de l'IP, enfin, toutes ces composantes-là, et quelle devrait être la réaction face à cela. On comprend, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle a été nourrie, enfin, les inputs, c'est des composantes humaines, c'est des créations humaines, que ce soit du contenu, des images, du texte, etc., qui fabriquent des nouveaux contenus, images, textes, etc. Mais demain, l'intelligence artificielle se nourrira d'inputs qui ont eux-mêmes été générés par l'intelligence artificielle. Il y a une espèce de nivellement comme ça qui risque de se faire. Alors, du coup, c'est quoi la réponse selon toi? Donc, il y a aussi un changement qui va se produire, que la valeur ajoutée va plus être dans la génération de contenu initial, mais dans la validation du résultat ou dans la correction du résultat. C'est-à-dire que quand le consultant est dans son Word et qu'il commence à taper quelque chose, on va lui suggérer le paragraphe suivant, cet outil va lui suggérer le paragraphe suivant, et puis l'outil va apprendre quand le consultant va aller modifier quelques mots. Donc ce delta-là, il y a énormément à apprendre pour vraiment s'approcher en fait de la qualité de production du consultant. Donc pour moi, la réponse, elle est presque historique. Elle est voir comment dans le passé des artisans ont su se différencier face à une industrialisation. Mais il faut concevoir ça comme une industrialisation et comme une réponse d'artisan. Ce qui est, suivant les verticales, va prendre des formes très 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 différentes. Et il faut être prêt à se remettre en question. Parce que si on n'est pas prêt à anticiper de devoir se remettre en question, ça va être imposé en fait. Le marché va juste l'imposer de partout. Et donc on va se retrouver aussi avec des jeux de pouvoir comme on a sur les plateformes. Oui, des jeux de pouvoir entre personnes, des jeux de pouvoir entre outils, des jeux de pouvoir entre entreprises. Tout ça sera aussi possible, quoi. Merci pour cette explication du passage d'activiste à entrepreneur avec aussi ce pivot en tant qu'entrepreneur de la plateforme à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ton plus gros challenge, il est où en tant qu'entrepreneur? Alors, mon plus gros challenge, c'est que j'ai envie d'avancer vite. C'est clair que j'ai toujours une intuition, une envie d'aller le plus vite possible vers la pointe, et le challenge, il est de trouver en fait ceux qui veulent aller dans cette direction-là en Suisse.
Donc c'est vraiment de trouver les collaborations win-win en fait, où on peut projeter cette vision de manière, de faire des partenariats en fait autour de cette vision. C'est vraiment ça. Mais en Suisse. En Suisse, ouais. T'as l'impression que ça serait plus facile à l'étranger ? C'est pas exactement la même chose. Je pense qu'en Suisse, juste de par la proximité, on peut juste avancer beaucoup plus vite. On peut juste discuter en réseau, enfin aussi avancer en réseau. C'est aussi extrêmement puissant comme manière d'avancer. Après, nous, notre stratégie d'entreprise, elle n'est pas du tout conditionnée au fait qu'on arrive à fédérer des gens en Suisse. On agit à l'international, on a un SaaS, on le vend à l'international et on déploie déjà cette excellence-là, en fait, à l'international. Mais ce que je voudrais vraiment constituer, c'est un tissu, un réseau de partenaires suisses pour pouvoir avancer encore plus vite. Eh ben, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. À bientôt. Merci, Paul-Olivier. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Paul-Olivier. Et pour les fidèles de ce podcast, vous avez constaté que nous avons enregistré sans mon camarade Laurent Bernet, qui pouvait malheureusement pas se joindre à nous pour des questions d'agenda. Que toutes celles et ceux qui apprécient sa voix et la qualité de ses questions se rassurent, Laurent sera de retour dès le prochain épisode. Ceci étant dit, je retiens tout particulièrement de cette rencontre très riche et dense avec Paul-Olivier l'importance du timing que nous vivons actuellement et qui peut et qui doit nous permettre de remettre en question notre manière d'interagir avec le numérique. Que ce soit face aux enjeux des données personnelles que nous fabriquons à chaque interaction digitale, mais également l'importance de comprendre ce qui se passe au-delà de l'engouement des intelligences artificielles génératives. On comprend, en écoutant Paul-Olivier, le changement de paradigme qui s'opère actuellement, où la création de valeur n'est plus dans la création industrialisée de ces contenus, mais bien dans la validation humaine de ces mêmes contenus. Et les jeux de pouvoir inhérents à notre guidance par les intelligences artificielles génératives, car au fond, quand je me fais guider par l'IA, à quel point est-ce que je cède du savoir-faire, je cède des connaissances d'entreprise, de l'IP, etc. Et donc, est-ce que je cède aussi une partie de mon indépendance ? J'ai envie de faire la comparaison avec la liberté de voyager et de se perdre au gré de la serendipity des voyages d'antan versus notre quasi-dépendance aujourd'hui aux outils de navigation comme les GPS qui nous amènent dans un restaurant qui aura acheté notre venue en fonction de notre profilage rendu possible par les données que nous avons créées. Alors, c'est ceux qui me connaissent, loin de moi l'idée de devenir technophobe ou complotiste à la Big Brother, non, mais juste avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe quand nous utilisons ces outils digitaux. Hier, les plateformes et la monétisation des données, bien au-delà de ces mêmes plateformes, et aujourd'hui, ces nouveaux outils d'IA générative. Et c'est pour ça que j'ai particulièrement apprécié cette discussion avec Paul-Olivier qui explique, avec ses différentes casquettes qu'il enfile en fonction de ses interlocuteurs, alors qu'il perd jamais son enthousiasme et sa confiance dans un avenir meilleur. On comprend ça en l'écoutant. Et c'est sans aucun doute cette espèce de positive attitude que j'aime tant retrouver chez toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs que j'ai la chance de rencontrer dans mon quotidien. Car au fond, entreprendre, n'est-ce pas résoudre encore et toujours les problèmes des autres ?